Bonsoir à tous. Alors, mon nom est Khadija Bourouayel. Je suis directrice au sein de la BU Conduite du changement au sein du cabinet Axis Consultant. Tout d'abord, merci de vous être inscrits aussi nombreux à cette soirée de l'IA, cette 5e soirée de l'IA. Tout comme la précédente, vous le constatez, nous avons dû l'organiser en distanciel et sous ce format particulier du fait du contexte actuel. Ce soir, nous avons choisi de vous parler du manager augmenté. Vaste sujet, il y a tant à dire, et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagnée par plusieurs participants, intervenants, dont Isabelle Barthes, professeure en sciences de gestion à l'Université de Strasbourg, conseillère éditoriale et animatrice de la chaîne Stratégie et Management de Xerfi Canal. Nous serons également accompagnés de Yannick Meyer, entrepreneur, professeur associé à l'ESCP et expert pour BPI France. Yannick est également responsable de l'unité de compétences, la culture digitale du manager de demain, dans le certificat de compétences, le manager de demain de l'ESCP Business School. Je suis également accompagnée de Jean-Luc Marini, qui n'est plus à présenter maintenant, il est connu de tous, directeur du Lab IA d'Axis Consultant, et enfin de Laurence Suprano, qui est à mes côtés aujourd'hui et à qui je vais laisser la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette 5e soirée de l'IA. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un bref rappel sur Axis Consultant pour vous présenter tout d'abord en quelques chiffres qui nous sommes. Donc, pour bien entendu ceux qui ne nous connaissent pas et qui sont pour la première fois connectés ce soir. Donc, Axis Consultant est un cabinet de conseil en management indépendant dont la triple ADN tourne autour du métier, avec 3 practices métiers que sont les achats, la finance, le marketing digital et le commerce, et donc un triple ADN métier technologique, avec un asset tout particulier avec son laboratoire d'intelligence artificielle et sa practice data, et un troisième axe pour notre ADN orienté sur la conduite du changement et le facteur humain. Donc Axis, c'est un peu plus de 220 consultants au sein de 3 entités que sont Axis Consultant et ses 2 filiales, Neosite, qui intervient dans le domaine SAP, et Axis Odyssey, entité spécialisée autour du travel and expense. Nous avons 3 grands assets chez Axis. Comme je le disais, notre laboratoire d'intelligence artificielle que nous avons créé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, mais nous sommes aussi une entité de formation, donc nous avons notre université interne pour pouvoir assurer la montée en compétences de nos consultants et dispenser des formations auprès de nos clients, et une Digital Change Factory qui produit des contenus digitaux sur étagère pour accompagner les transformations de nos clients. Alors, quelques mots d'introduction concernant cette soirée et le manager augmenté de demain. Donc finalement, l'IA, on pourrait considérer que c'est une transformation digitale de plus dans l'entreprise qui connaît des transformations quasi systématiques et permanentes aujourd'hui. Mais de notre point de vue, finalement, l'intelligence artificielle induit une transformation en profondeur. C'est plus une révolution qu'une transformation digitale de plus, parce qu'elle change finalement le rapport au travail et le rapport entre le manager et son travail au quotidien. Derrière la notion notamment d'hybridation, l'IA finalement amène de nouvelles choses au manager, de nouvelles pratiques, au travers de données vocales, de traitement d'images, du prédictif, aussi de traitement d'informations non structurées. L'IA révolutionne les pratiques. Des technologies nouvelles, par exemple comme la RPA cognitive, amènent des champs entiers qui impactent à la fois les tâches, les pratiques du manager, mais aussi sa posture. Donc finalement, aujourd'hui, les compétences du manager doivent évoluer. Il est censé s'adapter en permanence à cette révolution qu'amène l'IA, étendre son champ de compétences.
C'est en ça que nous parlons du manager augmenté. Alors, derrière ce premier enjeu technologique qu'amène l'IA et que doit maîtriser le manager de demain, le deuxième enjeu porte aussi sur, bien entendu, les nouvelles compétences en termes d'agilité, de collaboration et de leadership pour être en capacité d'accompagner cette transformation dans l'entreprise. Donc finalement, ce sont aussi l'avènement de ces soft skills qui font l'augmentation des compétences du manager de demain. Donc deux enjeux, vous l'aurez compris, un enjeu technologique d'un côté, un enjeu autour des nouvelles compétences et des soft skills de l'autre. Donc par rapport à cette révolution et cette évolution des compétences et du rôle du manager, nous avons souhaité, au travers d'une grande enquête que nous avons menée, étudier finalement comment le manager percevait lui-même l'évolution de son rôle, l'évolution de ses compétences, quels lui semblaient être les leviers à mettre en œuvre pour accompagner cette transformation et l'évolution de ses fonctions. Et finalement, comment lui-même imaginer activer des leviers plutôt technologiques, la maîtrise de l'IA et de ses solutions, ou plutôt l'augmentation de ses compétences dans le domaine des soft skills. Je passe la parole à Khadija qui va nous présenter les résultats de l'enquête. Alors du coup, cette enquête, déjà pour la remettre un peu dans le contexte, c'est une enquête qui a été réalisée du 3 janvier jusqu'au 15 février. Elle a reçu la participation de un peu plus de 230 managers, donc on a eu un beau taux de participation. C'est une enquête qui a réussi à mobiliser et à faire participer des managers de tous les secteurs et de toutes les tailles d'entreprise. Donc on a plutôt un taux de représentativité intéressant et on a différents types de profils de managers, donc aussi bien des managers de direction que des managers de proximité ou des managers d'équipe ou intermédiaires, enfin voilà, des types de profils très variés et représentatifs également de la fonction. Pour plus de détails sur le panel, vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, d'aller étudier et analyser les détails de l'enquête que nous vous mettrons à disposition et nous vous donnerons à la fin de la séance les liens de téléchargement pour avoir tous les détails que vous souhaiteriez pouvoir analyser. Si maintenant nous rentrons dans le vif du sujet et dans les résultats de cette enquête, aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle d'intelligence artificielle, nombreux sont ceux qui trouvent finalement un intérêt plutôt opérationnel. Donc on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui déploient sur des tâches très opérationnelles de l'intelligence artificielle pour, par exemple, automatiser des tâches comptables, pour mieux connaître ses clients et du coup mettre en œuvre les bonnes actions de marketing, etc. L'objectif principal étant souvent d'optimiser des processus et de rechercher de la productivité. Et puis finalement, nous on se pose cette question, on se demande, et qu'en est-il de la fonction managériale? Où elle en est cette fonction managériale en termes de mise en œuvre de solutions basées sur l'intelligence artificielle? Les managers sont-ils également impactés par ces nouvelles technologies? Et donc le premier chiffre que l'on vous présente aujourd'hui est plutôt un étonnement pour nous, puisque cette étude, finalement, elle a l'air de nous démontrer que les managers ne priorisent pas, ne considèrent pas en tout cas l'intelligence artificielle appliquée à leurs fonctions comme une priorité, puisque effectivement 56% des managers déclarent aujourd'hui que l'application de l'IA à la fonction managériale n'est pas du tout à l'ordre du jour dans leur entreprise. Seulement 9% déclarent avoir mis en œuvre aujourd'hui des solutions sur leurs fonctions. Toutefois, ces chiffres sont comme au regard d'autres déclarations qui nous ont été faites à travers cette enquête, et c'est un des intérêts, un des points importants qu'on a relevé de cette enquête, c'est cette petite contradiction, puisque les managers déclarent dans la même étude qu'ils ont déjà mis en œuvre un certain nombre de solutions ou qu'ils ont prévu de mettre en œuvre ces solutions d'ici à 18 mois. À titre d'exemple, vous pouvez voir sur le slide qui s'affiche que 40% des managers interrogés indiquent avoir déjà déployé des outils de collecte et d'analyse de données pour faire de la prédiction et de la prévision. Ou alors, d'autres ont déployé des solutions permettant d'analyser et de générer automatiquement un certain nombre de documents.
Donc finalement, on a un peu une contradiction entre ces deux chiffres, et cette contradiction, elle peut s'expliquer selon nous de deux façons. La première des façons dont on peut expliquer cette contradiction, c'est finalement peut-être un manque d'information. Aujourd'hui, les managers eux-mêmes estiment ne pas suffisamment être informés sur les apports de l'intelligence artificielle pour leurs fonctions. 29% d'entre eux déclarent n'avoir jamais eu aucune information sur le sujet, tandis que 44% estiment être insuffisamment informés. Donc on a une très grande majorité de managers qui estiment avoir un manque d'informations sur le sujet. Ce manque d'informations peut expliquer que les managers finalement ne savent pas tout à fait quels sont les contextes dans lesquels de l'intelligence artificielle peut ou ne peut pas être mis en œuvre en fonction. La deuxième explication que l'on peut trouver à cette contradiction se trouve dans une interprétation peut-être aussi de la question telle qu'elle a été posée, la deuxième question, puisqu'on leur a demandé de lister les solutions mises en œuvre, les solutions d'intelligence artificielle mises en œuvre mise en œuvre pour leurs équipes et non pas uniquement à la fonction managériale. Il est vrai qu'il ressort également de cette étude qu'il semble plus facile pour les managers de déployer des solutions d'intelligence artificielle sur de l'opérationnel et donc pour leurs équipes, plus que sur des activités relevant de la fonction des managers. Tout cela nous amène à nous poser la question de la définition même du manager augmenté. Qu'est-ce qu'on entend par cette notion de manager augmenté? Par quoi le manager peut-il être augmenté? Parlons-nous uniquement de technologie? Parlons-nous également de compétences? Qu'entendons-nous par cette notion de manager augmenté? À noter que dans l'étude, une petite majorité indique être familiarisé avec ce terme de manager augmenté. Donc 51% des managers interrogés connaissaient ce terme. À savoir derrière, qu'est-ce qu'on y met? Ce sera, juste pour votre information, un des points qui sera très largement abordé tout à l'heure lors de la table ronde, et nous tenterons de répondre ensemble à cette question de qu'est-ce que le manager augmenté. Dans tous les cas, que l'on ait bien compris ou pas cette notion de manager augmenté, aujourd'hui, on observe réellement auprès des managers des attentes fortes, voire très fortes, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, notamment pour soutenir les actions et les activités, surtout de pilotage et de prise de décision. En effet, dans les 3 premières attentes, qui sont très largement plébiscitées par les managers, on retrouve finalement des attentes liées au pilotage. Donc la première des attentes consiste à automatiser les tâches managériales avec 93% des managers qui souhaiteraient être accompagnés ou assistés par des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour pouvoir automatiser ces tâches. Indique que l'intelligence artificielle pourrait réellement les aider à mieux anticiper les risques. Donc pouvoir faire de la prédiction, pouvoir anticiper au mieux ce qui va arriver à travers notamment une large analyse de données, c'est vraiment une des attentes des managers. Et enfin, la troisième attente forte, avec 77% des managers qui répondent favorablement à cette attente, ils pensent que l'intelligence artificielle doit permettre d'assister les managers dans leur prise de décision, notamment en établissant des liens de corrélation et de causalité. Ce que relève également cette étude, c'est que, contrairement aux 3 points que je viens d'aborder, l'intelligence émotionnelle, elle, semble être la grande oubliée, finalement, en termes d'application d'intelligence artificielle au service des managers. En effet, aujourd'hui, les managers estiment ne pas voir d'intérêt en termes d'intelligence artificielle pour les aider à réaliser au mieux en termes d'intelligence émotionnelle, pour les aider à réaliser au mieux leurs activités de manager. 25% des managers sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle l'IA devrait permettre d'aider le manager à mieux gérer ses équipes. 75%, eux, sont en désaccord. Donc, on estime que l'IA n'est pas censée assister ou accompagner ou remplacer le manager dans ses activités d'animation et de motivation des équipes.
Donc on estime que la machine, si je peux le dire comme ça, doit plus être là pour gérer de la donnée, pour faire de la technique, plutôt que faire de l'humain. D'où ce désintérêt certainement pour l'intelligence émotionnelle. Les perspectives en termes de solutions sont tout à fait conformes à ces attentes. Donc, on retrouve parmi les solutions les plus attendues, enfin en tout cas qui intéressent le plus, donc à la question « ces solutions sont-elles prévues ?» Nous avons eu la réponse « non, ces solutions ne sont pas prévues ». Pour les entreprises en tout cas qui ont répondu « non, ces solutions ne sont pas prévues », elles ont majoritairement répondu que bien que pas prévues, elles aimeraient voir déployer des solutions en termes d'analyse et de génération automatisée de documents, des solutions d'assistance personnelle et des solutions d'outils de collecte et d'analyse des données, et également d'automatisation des tâches managériales. Par contre, à cette même question, pour les entreprises qui ont répondu « ces solutions ne sont pas prévues », elles ont clairement indiqué ne pas être intéressées par les solutions de reconnaissance d'identification des émotions à partir de textes et par les solutions d'évaluation de l'état d'esprit ou de l'humeur des collaborateurs. Donc, quand je dis clairement, on est à près de 70% pour les solutions de reconnaissance vocale et à un peu plus de 53-54% pour l'évaluation de l'état d'esprit. Donc, très clairement, on retrouve ce désintérêt, ce désamour total pour l'intelligence émotionnelle de la part des managers. Si ces chiffres, je dois être honnête, auraient pu passer de mon côté un petit peu inaperçus il y a un an ou un peu plus d'un an, je suis plutôt surprise aujourd'hui puisque, comme vous le savez, on vit une période très particulière. Nous avons connu en mars dernier, mars de l'année dernière, une situation absolument exceptionnelle où les entreprises ont dû s'adapter dans un laps de temps très court, avec notamment pour première réponse à cette adaptation la mise en place de façon très généralisée du télétravail et donc du travail à distance pour une grande majorité des collaborateurs. Et donc, nous avons interrogé les managers sur comment ils ont vécu cette situation et quelles ont été les principales difficultés qu'ils ont rencontrées lors de la mise en place de ce télétravail généralisé. Et quand on regarde les réponses qui ont été apportées par les managers, on constate que, en grande majorité, les difficultés rencontrées sont de l'ordre de l'émotionnel, j'ai envie de dire, et du personnel en tout cas, et du bien-être au travail. Donc, on a 69% des managers qui ont indiqué que la première difficulté rencontrée consiste à veiller au bien-être moral, à la santé morale et psychologique des collaborateurs. La deuxième difficulté rencontrée consiste à maintenir la cohésion d'équipe, puisque 60% des managers interrogés ont indiqué qu'il a été difficile de maintenir cette cohésion d'équipe. Et enfin, 48% d'entre eux ont indiqué que la troisième difficulté consistait à motiver les équipes. Je vous disais donc que j'étais surprise par le désamour des managers pour l'intelligence émotionnelle, notamment quand on voit ces statistiques-là et les difficultés rencontrées depuis un an maintenant. Et donc, la question peut se poser de se dire, est-ce que quelque part l'intelligence artificielle et plus particulièrement l'intelligence émotionnelle ne pourrait pas être envisagée comme une solution en réponse à ces difficultés rencontrées par les managers ? Ce n'est en tout cas pas ce qui semble ressortir de cette étude, puisque en grande majorité, les managers ont indiqué ne pas avoir déployé plus de solutions basées sur l'intelligence artificielle dans le cadre de la crise. Donc à 77% d'entre eux, ils n'ont pas mis en place de solutions supplémentaires puisqu'ils n'en utilisaient déjà pas auparavant. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas nécessairement été envisagée par les managers comme une solution en réponse aux difficultés qu'ils ont vécues cette année. Les trois principaux freins sont, enfin, j'ai envie de dire finalement, la cause est plutôt liée aux managers eux-mêmes, j'ai l'impression, qu'à l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'entreprise qui n'a pas souhaité développer des solutions ou quoi que ce soit, mais les freins que l'on rencontre aujourd'hui sont plutôt de l'ordre personnel des managers, à part peut-être le premier qui est un manque de formation et d'acculturation, donc c'est le premier frein rencontré par les managers. Celui-ci est à responsabilité partagée, j'ai envie de dire, entre l'entreprise et le manager,
puisque les entreprises ne forment peut-être pas suffisamment leurs managers sur ce que pourrait leur apporter l'intelligence artificielle et tout ce que pourrait faire une intelligence artificielle pour augmenter finalement et pour améliorer, assister, accompagner le manager dans ses tâches quotidiennes. Mais le manager lui-même ne fait peut-être pas non plus ses demandes en termes de formation et ne démontre pas forcément d'intérêt pour ces sujets-là non plus. Le deuxième frein rencontré par les managers est une crainte d'être remplacé par un robot. Alors ça, ce n'est pas propre aux managers, j'ai envie de dire. Dans tous les métiers, on pense que si une machine peut faire ce que l'on fait, et ben, du coup, on n'aura plus besoin de nous et on va nous remplacer. Donc cette crainte du remplacement, forcément, joue un rôle également dans ce rejet potentiel ou ce désintérêt, en tout cas, pour les solutions basées sur l'intelligence artificielle. Et enfin, le troisième frein important est lié aux questions d'éthique. Les managers se posent beaucoup de questions sur quel est le sens moral, quelles sont les conséquences en termes d'éthique de la mise en œuvre ou de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et là, j'ai envie de dire que certainement, pour les questions d'ordre relevant de l'intelligence émotionnelle, ces questions d'éthique doivent se poser encore plus que pour d'autres sujets. Si je dois conclure cette enquête, je dirais que finalement, ce qui est important et ce qui ressort fortement de cette étude, c'est que finalement, il va falloir accompagner les managers et que cet accompagnement, ça devient une nécessité pour accélérer vraiment cette transition vers le manager de demain, celui qu'on appelle le manager augmenté par l'intelligence peut-être artificielle et émotionnelle. Et cet accompagnement, il est important pour que vraiment les managers puissent appréhender qu'est-ce que l'intelligence artificielle, que contient-elle, qu'est-ce qu'on met derrière, quels sont les domaines d'application, quelles sont les technologies pouvant répondre à mes besoins, etc. Et donc voilà, les accompagner sur les apports également de cette intelligence artificielle et qu'est-ce qu'eux, ils gagneront concrètement et qu'est-ce qu'ils pourront faire demain qu'ils ne font pas aujourd'hui puisqu'ils auront de l'intelligence artificielle à leur disposition. Alors, on vous a donné notre analyse des chiffres qui ressortent de cette enquête. Vous aurez bien sûr la possibilité d'aller analyser, si vous le souhaitez, les chiffres bruts pour vous faire également votre propre opinion. On vous donnera également accès donc, aux détails de l'étude. Et ce que je vous propose, c'est qu'à présent, nous passions à la présentation de quelques cas d'usage avec des applications plus concrètes de solutions basées sur l'intelligence artificielle. Et je laisse donc la parole à Jean-Luc. Merci beaucoup, Khadija, pour cette présentation des chiffres liés à la grande enquête que nous avons lancée au sein d'Axis en début d'année 2021. Alors, pour illustrer à quoi ressemble une solution d'intelligence artificielle à destination des managers, nous avons choisi de vous présenter deux solutions que nous expérimentons actuellement au sein du groupe Axis. Khadija, si tu veux passer à la diapo suivante, il a échappé à personne que le monde du travail souffre de réunions aiguës et que le télétravail n'a pas atténué ce mal, bien au contraire. Selon une récente étude d'ailleurs publiée par Courrier Cadre, les managers français participent en moyenne à 12 réunions par semaine. Dans le domaine du conseil, ce chiffre est bien plus important et on comprend mieux pourquoi, je dirais, la partie compte-rendu, rédaction des comptes-rendus de réunion est quelque chose, je dirais, d'extrêmement important en termes de temps passé par les consultants et managers au sein d'une organisation comme Axis, par exemple. Donc la première solution dont je vais vous parler est une solution de transcription de réunion, d'enregistrement audio et d'aide à la rédaction en fait de ce qu'on appelle un REDA, c'est-à-dire un relevé d'informations, décision-action. Donc le Smart Report, en fait, c'est son nom, est une expérimentation que nous avons choisi de mener en interne, qui se présente sous la forme d'un ensemble de fonctionnalités en mode software as a service.
La première fonctionnalité, c'est un service de transcription textuelle qui a été spécifiquement entraîné pour s'adapter aux spécificités langagières, aux accents et à l'environnement acoustique des différentes BU et filiales du groupe Axis. La deuxième fonctionnalité, c'est un service qui va permettre d'extraire un certain nombre d'informations comme l'objet de la réunion, par exemple, les différents locuteurs, les personnes et entités citées dans une réunion, les dates importantes. La troisième fonctionnalité, c'est vraiment un service d'assistance à la rédaction d'ARIDA, donc ce fameux relevé d'informations, décisions, actions. Ce qui est important de noter, c'est que ces deux services s'appuient sur des tags ou des expressions clés qui sont prononcées lors de la réunion, ainsi que sur des technologies de compréhension du langage naturel spontané et de reconnaissance d'entités nommées. La dernière fonctionnalité en fait du Smart Report a pour but de produire une analyse émotionnelle d'une réunion en se basant sur une approche multimodale qui prend en compte à la fois la voix et le texte. Alors, cette fonctionnalité est en cours de développement actuellement. Elle n'a pas été mise en production. Ça ne devrait pas tarder, mais pour l'instant, elle est encore en cours d'élaboration. Khadija, si tu veux passer au slide suivant, je te mets la contribution. Super. La plateforme que nous avons mis en œuvre au sein du groupe Axis, c'est en fait une brique d'un projet plus vaste de Digital PMO, qui permet effectivement de transcrire tout enregistrement audio d'une réunion, que ce soit tenu en présentiel ou en distanciel, mais aussi d'extraire différentes informations et d'assister les consultants et managers du groupe Axis dans la rédaction d'ARIDA. Ce qu'on peut voir en haut à droite de l'écran, c'est une interface qui va permettre de sélectionner l'enregistrement audio que vous souhaitez transcrire ou pour lequel vous souhaitez extraire certaines informations ou rédiger ARIDA. En bas à droite de l'écran, vous pouvez voir un exemple de transcription d'un enregistrement audio avec la possibilité d'interagir entre l'enregistrement audio et la transcription textuelle. Khadija, je vais peut-être te demander de passer au slide suivant. Qui présente en fait une interface qui permet d'uploader des enregistrements audio en vue soit de les transcrire, soit d'extraire certaines informations, ou encore d'opérer, je dirais, la rédaction d'ARIDA, comme c'est le cas pour le dernier enregistrement de cette liste que vous voyez à l'écran. Vous voyez la petite coche, et effectivement, ça permet de passer dans ce mode d'assistance à la rédaction du RIT. Khadija, je te laisse passer à la slide suivante également. Voilà, merci bien. Donc l'interface en haut à gauche de l'écran permet d'avoir accès en fait à certaines informations comme l'objet de la réunion, les locuteurs, la date, l'heure de démarrage de la réunion et d'autres informations qu'on va collecter, je dirais, tout au long de cette réunion. Je dirais la partie que vous voyez en bas à droite de l'écran, l'interface qui est en bas à droite de l'écran, permet d'accéder en fait tout bêtement à un plan d'action ou à un relevé de décision. Et donc l'idée c'est que ce soit pour la transcription textuelle ou pour le RIDA, chaque consultant manager du groupe Axis puisse venir corriger les erreurs de transcription ou apporter des modifications avant d'exporter la transcription ou le RIDA dans un format, dans un document au format Word beaucoup plus exploitable. Voilà. Donc voilà en quelques mots les grandes lignes du Smart Report. Ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à Laurence qui va vous présenter une autre solution à destination des managers du groupe Axis qui a aussi été conçue et réalisée par le Labia. Laurence. Merci Jean-Luc. Alors, nous voulions vous présenter un deuxième outil que nous avons développé dans le cadre du laboratoire d'intelligence artificielle avec l'avènement de la première crise sanitaire. Donc, comme toutes les entreprises, en moins de 48 heures, il a fallu switcher d'une organisation projet, soit dans nos locaux, soit chez nos clients, en mode 100% distanciel. Donc, c'est très vite posé la question pour la ligne managériale d'Axis de comment pouvoir suivre et évaluer l'état d'esprit des collaborateurs sans pour autant les appeler tous les jours pour savoir comment ils pouvaient vivre à la fois leur quotidien
en confinement et aussi comment pouvaient évoluer les projets pour les clients. Donc l'idée, ça a été de développer très vite un petit assistant virtuel, donc un petit robot, avec pour objectif de suivre l'ambiance générale des Axiciens, alors des différents groupes, hein, soit en mode projet, en travail distanciel pour nos clients, soit confinés individuellement chez eux, pour pouvoir donner une indication et assister les managers d'Axis dans leur travail d'accompagnement des équipes dans cette crise sanitaire. Donc très vite, nous avons développé ce petit outil et donc nous avons, si c'est possible de passer merci, au slide suivant, nous avons décidé de développer donc un outil qui s'intègre entièrement dans Teams. Et finalement, donc ce petit robot que nous avons appelé Moody vient toquer à votre écran pour vous demander comment vous allez. Donc l'idée était vraiment d'avoir quelque chose de vraiment très simple, hein, puisque nous l'avons développé en quelques jours. Donc soit une seule question posée aux collaborateurs, un petit peu à n'importe quel moment de la journée pour évaluer l'évolution de son état d'esprit dans le temps. Que ce soit ludique, c'est-à-dire que finalement on mette un petit peu d'humour dans le questionnement, et que ce soit aussi non intrusif, c'est-à-dire de permettre aux collaborateurs d'avoir un droit à la déconnexion et de ne pas répondre ou d'avoir la possibilité de ne pas en dire plus s'ils le souhaitaient. Sur cette base-là, nous avons construit pour chaque groupe d'utilisateurs un rapport qui était adressé au manager et finalement qui permettait à la fois d'avoir une analyse individuelle très précise, de savoir quelles étaient les personnes qui pouvaient être en difficulté et qui avaient besoin d'un accompagnement spécifique, même si elles n'osaient pas nécessairement l'exprimer auprès de leur manager de proximité, mais aussi, et ça nous a servi au vu de la durée de la crise sanitaire, d'avoir une visibilité sur la tendance générale et l'évolution de l'état d'esprit des groupes d'Axiciens. Donc ça nous a aussi aidé dans finalement le pilotage dans le temps de l'évolution des modes de travail et la capacité aussi à nous adapter et à proposer un aménagement dans les modes de travail des collaborateurs. Donc comment fonctionne Moody? Si on regarde un petit peu en quelques étapes, donc on va retrouver la petite sollicitation, donc la carte qui va venir s'afficher dans la journée et toquer à votre porte pour vous demander finalement en une seule question quelle est votre humeur du jour. Ensuite, bien sûr, une interaction se crée avec le collaborateur qui a la possibilité d'en dire un peu plus s'il le souhaite et d'exprimer son humeur, son état d'esprit ou les difficultés qu'il rencontre. In fine, donc on reçoit au niveau managérial un reporting qui permet d'évaluer combien de personnes ont répondu à Moody, quels sont de manière globale l'état d'esprit général, donc on peut voir avec les 3 indicateurs, et ensuite d'avoir cette approche individuelle. Donc voilà une illustration très simple de la façon dont on peut augmenter, accompagner et assister grâce à des technologies assez simples d'intelligence artificielle, le manager de demain. Merci beaucoup Laurence pour nous avoir parlé de Moody. À présent, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet avec Isabelle Barthes, Yannick Meyer et Khadija. Tout d'abord, Isabelle et Yannick, puis-je vous demander de vous présenter en quelques minutes et de nous dire pourquoi vous vous intéressez au sujet du management augmenté par l'IA. Alors, qui c'est qui veut commencer? Isabelle, Yannick Yannick dit honneur aux dames. Donc, Isabelle, tu es prête à... Alors, bonjour à tous. Merci de cette occasion d'échanger avec des managers et sur des questions vraiment très actuelles. Alors, pourquoi je m'y intéresse? Parce que, je dirais, c'est pas négociable actuellement de passer à côté du sujet qui est vraiment plus qu'urgent et important. On est dans des transformation, on parle beaucoup de transformation digitale, de transformation numérique, il faut le prendre comme tel. Et j'ai envie de citer Toffler en disant, si vous n'avez pas de stratégie, quelqu'un aura une stratégie pour vous. Donc si on ne veut pas se laisser bouffer tout cru, il faut mieux mettre les choses en place.
Donc voilà. Et par contre, je ne suis pas une spécialiste du tout hein, de l'intelligence artificielle et des data. Je suis plutôt du côté du management. Mais la question, c'est bien ça, c'est l'appropriation de tous ces nouveaux outils. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, puisque c'est bien par là que ça va passer. J'ai bien envie de dire que déjà, j'ai la conclusion que le final cut, la décision finale, c'est bien l'homme ou la femme qui la gardera pour lui ou pour elle. Merci beaucoup Isabelle pour cette introduction et cette présentation. Yannick, en quelques mots. Pour faire simple, moi je viens des techs, puisque du coup j'ai un doctorat en informatique, intelligence artificielle, et maintenant je suis prof dans une école de management. Alors, pas s'inspirer à la fusion de l'IA et du management, ce serait quand même suspicieux, j'ai envie de dire. Donc oui, non, et je suis totalement Isabelle. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est pour le business, du point de vue management, c'est pas tant les outils techniques, c'est justement ce qu'on en fait, l'impact, la relation qu'il y a avec l'humain et comment on manage tout ça. Donc je suis très heureux, en effet, de pouvoir être ici ce soir et d'échanger avec vous tous sur le sujet. Très bien. Khadija, tu as une première question, je crois, à poser à Isabelle et Yannick. Oui, tout à fait. Alors, la première question consiste à savoir comment vous définiriez le management augmenté, et plus particulièrement quand on parle aujourd'hui d'augmentation, de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce que ça veut dire que d'augmenter le manager? Voilà, est-ce qu'il est question de technologie, de compétences, d'autres choses, de plusieurs choses à la fois? Alors, on est sur effectivement la notion de définition du management augmenté. Et quand on parle d'augmentation du management, de quoi parle-t-on exactement? Alors moi, j'ai envie de dire déjà que pour moi, c'est un peu comme le sexe chez les ados. Hein. On le dit souvent, tout le monde est très intéressé, on a l'impression que tout le monde pratique, tout le monde le fait, puis en fait, c'est pas les plus bavards qui savent le mieux le pratiquer. C'est souvent une blague, mais c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment-là et qu'on est sur des mots valises, des mots mal définis, et ça va peut-être être justement l'importance, enfin l'enjeu de cette soirée de mieux définir. Alors, la notion d'augmentation, elle est très intéressante. J'ai l'impression qu'on est plus actuellement au niveau de l'embarqué, hein, le manager embarqué au sens où on parle des soldats embarqués, qui ont toutes sortes de technologies autour du dos et qui ne sont pas encore dans l'exosquelette ou l'augmentation telle qu'on pourrait l'avoir dans cette catégorie de l'activité humaine. Alors, l'augmentation, on fait souvent 3 étapes. Hein. Je dirais c'est toutes ces tâches qui peuvent être remplacées. Vous en avez parlé dans l'enquête par, on va dire, l'intelligence artificielle qui est peut-être pas hyper puissante, mais voilà. Après, ça va être être assisté, comment elle vous assiste dans vos missions. Et puis, en effet, on passe vraiment à l'augmentation sur des tâches qu'on ne pourrait pas faire dans le cadre avec l'intelligence artificielle. Je pense à la gestion des talents, je pense aux très gros projets très complexes et surtout aussi au champ de la créativité. Donc voilà un petit peu peut-être comment on peut avoir avec ces 3 étapes. Et la question pour moi, c'est dans quelle entreprise on veut vivre, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire. Comme ça, on fera peut-être très vite la jonction avec les soft skills dont on a parlé tout à l'heure. Yannick, pour apporter un complément par rapport à ce que Isabelle a pu exposer. Elle a brillamment exposé ce qu'il fallait exposer. Je dirais qu'en fait, c'est quand même hyper flou. On a l'impression qu'on s'augmente à partir d'aujourd'hui, mais alors pas hier, pas avant-hier, c'est quand même pas évident. On est sur l'apport des technologies de traitement de l'information dans le management. Ça a donc commencé, il y a belle lurette, si j'ose dire. Alors évidemment, avec l'IA, avec des objets, tout ça, on a l'impression que ça s'accélère, qu'il y aura plus de choses à faire. Et en effet, il y a vraiment… Ce qui est intéressant, c'est que c'est faire plus et c'est faire moins. On enlève et on rajoute. Alors on enlève, c'est ce qu'Isabelle évoquait avec le remplacement de certaines tâches, avec l'assistanat. Donc finalement, ça nous permet de se recentrer plus sur ce qu'on estime être son cœur de métier. Et il pourrait y avoir débat, mais bon. Et donc du coup, on ne fait pas les choses annexes qu'on ne veut pas faire. Bon. Et il y a faire plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces outils qu'on ne peut pas faire sans? Et ce que j'ai trouvé intéressant dans les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure, c'est que les managers qui ont été interrogés se focalisent plus sur la première partie. Ce que je vais pouvoir ne plus faire, parce que ça sera fait par la machine.
plutôt que, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire que je ne fais pas actuellement? Mais en effet, ça demande plus de connaissances de l'autre côté, ça demande de réinventer le management, et c'est une démarche plus longue et un peu plus complexe à réaliser. D'accord, merci Yannick. Quand on parle d'intelligence artificielle, on se pose souvent la question, enfin associée au management, du pourquoi et comment l'intelligence artificielle s'invite dans la sphère managériale. Un de nos participants nous a posé la question également de savoir quelle est l'utilité en fait de l'intelligence artificielle dans le management. Apparemment, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Qui c'est qui se sent à l'aise pour répondre sur ce sujet-là? Alors, moi, je vais peut-être répondre parce que je ne suis pas spécialiste de la technologie. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce que j'observe, c'est qu'on a beaucoup embrouillé les gens. On a utilisé des mots extrêmement complexes. Alors, bien sûr, de l'anglais. Et en fait, j'ai l'impression qu'à un moment, on parle intelligence artificielle, on parle data, c'est une langue étrangère. Et personne, du coup, les gens fuient et sont très mal à l'aise par rapport à ça. Il y a eu une anecdote très drôle, c'est quand, enfin très drôle, pas drôle du tout, mais c'est quand il y a eu cet incendie à Strasbourg des entrepôts de OVH, et on s'est rendu compte que le cloud, le fameux cloud, les nuages, ça n'existait pas, quoi, qu'on était dans des entrepôts des conservations de données, etc. Et je crois que la première chose déjà, ça serait ne pas parler langue étrangère, parler un langage simple, et de se dire qu'avant de commencer à parler d'intelligence artificielle, d'algorithmes, on peut peut-être tout simplement déjà interroger, se poser la question des data. Alors déjà, je n'utilise pas le bon mot, des données, et qu'en fait c'est très simple. Une boutique actuellement peut réfléchir à quelque chose qui est méga simple, c'est son fichier client. Et se rendre compte que si elle n'a pas de fichier client pour vendre en ligne, parce que malheureusement la boutique est fermée et il faut faire du click and collect, elle peut avoir recours à des données qu'elle va pouvoir acheter ou qu'on va mettre à sa disposition, les mairies le font, pour utiliser des données, et puis rapidement se mettre sur du digital, etc. Donc voilà, on peut peut-être commencer par des cas d'usage extrêmement simples et qui ne sont pas tout de suite des choses qui paraissent chimériques et angoissantes pour tout le monde. Alors, je vais laisser la parole à Yannick parce que lui, il est spécialiste du hard. Moi, je suis plus spécialiste du soft. Mais je pense qu'il va être d'accord avec moi sur ce problème d'appropriation qui n'existe pas pour le moment véritablement. Et on le voit très bien dans votre enquête. Absolument, et c'est pour ça que les gens ne se projettent pas. On ne peut pas se projeter sur quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas très bien. Et ce n'est pas la peine d'être expert pour le comprendre, mais il faut en connaître assez. Nous, on développe beaucoup ce qu'on appelle l'expertise de la frontière, d'ailleurs, justement, sur ces questions-là. Il faut être assez de l'autre côté. Si on essaie d'avoir des traits, des larges traits sur ces technologies, en se focalisant sur l'IA pour faire un petit peu plus chic, science-fiction et tout ça, en gros, ça permet une plus grande rationalisation de la décision. On va de plus en plus étayer la décision sur l'analyse de données. Pour le meilleur, mais bon, on pourra en discuter aussi à d'autres moments, pour le pire. Donc, ça se gère bien. Mais la décision, elle n'est pas meilleure, elle n'est pas plus rapide. Hein. Elle est plus rationnelle. Après, il faut débattre ce qu'on fait de cette rationalité-là. Aussi, ce que les gens souvent sous-estiment, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas la techno, et je comprends tout à fait, quand on parle allez, je fais du franglais, de machine learning, d'apprentissage automatique, en fait, quand on utilise ça, on augmente le pouvoir de l'expérience. Étonnamment, ces outils-là permettent de mettre au service du management une sorte d'expérience partagée, parce que c'est la façon dont l'algorithme a fonctionné au départ. Globalement, ça devrait permettre de prendre en compte plus de complexité, plus de finesse que ce qu'on peut faire à la mano, j'ai envie de dire. Mais attention, moi j'ai des cas en tête où le résultat était trop fin pour ce qu'on pouvait mettre en œuvre avec le budget qu'on avait, les gens qu'on avait et la valeur qu'on créait. Donc il ne faut pas non plus chasser le moustique au bazooka, si vous me passez l'expression. Et in fine, et ça c'est intéressant, je pense, pour le management dans les organisations, ça devrait permettre de se focaliser sur le jus de cervelle, sur à quoi, quelles sont les spécificités, les avantages du cerveau humain. À quoi ça nous sert d'avoir des humains, d'avoir une équipe, pas être tout seul, mais de travailler ensemble. Isabelle parlait de créativité, par exemple, tout à l'heure. Il y a des choses où
on va recentrer l'humain sur ça. On ne va pas remplacer l'humain. On va faire par des machines ce qu'elles font très bien pour aller plus loin avec ce que c'est faire l'humain. J'espère. Merci Yannick. Alors, je crois que Khadija a une question, j'irai à poser à Isabelle et Yannick. Je te laisse la parole, Khadija. Oui, alors avant d'aller sur une autre question, j'avais déjà une question pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, puisque Yannick vient de dire on ne va pas remplacer, on va compléter, on va dire, ou on va assister l'humain, alors que juste avant, Isabelle, vous disiez que la première étape, c'est le remplacement. Donc justement, moi, sur cette question du remplacement, je me pose la question de savoir comment on amène les managers à accepter finalement leurs limites aussi. Parce que Yannick, vous disiez, il faut que je sois conscient de ce que le cerveau humain sait faire, de la créativité, etc., de mes capacités, pour les exploiter et les démultiplier grâce aux technologies. Mais quelque part, est-ce qu'on ne doit pas aussi être conscient de nos propres limites, de ce que l'humain ne sait pas faire ou ne peut pas faire parce qu'on est limité, on est des êtres limités, c'est le terme, je pense. Et donc, à un moment, est-ce qu'il n'y a pas effectivement quand même une part de remplacement, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà. Et pour revenir à l'étude, on a bien vu que le remplacement, c'est une vraie crainte. C'était la deuxième crainte la plus forte des managers, de dire on va être remplacé par les machines. Donc voilà, c'est comment on trouve notre place, comment on prend conscience de nos propres limites, comment on comprend que les machines peuvent nous accompagner, nous aider à aller plus loin encore qu'on ne peut le faire nous seuls. Est-ce que le terme de remplacement, c'est le bon terme? Je ne sais pas, mais voilà, c'est... Je ne sais pas si je suis bien claire dans ma question. Mais... C'est un peu la question de l'hybridation, Khadija. C'est-à-dire la coexistence entre l'homme et la machine, quelque part, ou entre ces intelligences artificielles, d'un côté, et puis, je dirais, l'acteur humain, qui plus est manager, qui est donc soumis à... Souvent, qui se trouve un peu entre le marteau et l'enclume, il faut être clair, et c'est pas toujours évident. Je dirais, donc, qui veut répondre sur ce sujet-là? Isabelle, peut-être? Yannick? Alors, moi, si je prends la parole, c'est en effet, d'abord, je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a des secteurs d'activité, des métiers qui ont du souci à se faire. Il y a véritablement des pans entiers de métiers qui traitaient d'habitude des données, qui vont être remplacés. Hein, et ça, c'est un vieux classique. Je ne vais pas vous refaire le coup des allumeurs de réverbères quand l'électricité est arrivée, ou des porteurs d'eau quand il y a eu l'eau courante. Mais enfin, voilà, on a cette évolution des métiers avec la technologie qui sait faire à la place d'eux. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de métiers qu'on forcément, on n'aura pas une envie folle, enfin, il n'y aura pas un regret fou. Alors, la deuxième chose, c'est que il faudrait quand même, il ne faut pas voir cette transformation digitale, il faut la voir comme une transformation. La transformation, c'est une évolution. On a toujours tendance à voir les choses un peu dans nos cultures comme un événement, quelque chose qui a un début et une fin. Non, il n'y a pas de début, de fin, il n'y aura pas un grand soir de l'intelligence artificielle. On est sur une transformation, une évolution, et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et ça veut dire aussi que les humains, ils doivent aussi évoluer, se transformer. Ça fait des années, moi je suis enseignante dans le supérieur, mais enfin je suis enseignante avant tout, ça fait des années qu'on parle de formation tout au long de la vie. Ça fait des années qu'on dit aux managers, il faut vous former. Ça fait des années qu'on dit, il y a un autre asset dans l'entreprise, c'est la formation que vous délivrez à vos équipes. Et là, eh ben, ça tombe, on a l'impression que ça tombe du ciel, et comme le disait Yannick, non, ça fait des années que ça arrive tout doucement. Eh ben, est-ce qu'on a eu le réflexe de former? Alors, former, c'est informer, c'est acculturer, c'est faire dialoguer, parce qu'il y a toute une phase de transition où avant que l'intelligence artificielle, elle soit facile et avec laquelle on pourra cohabiter, ben, il va falloir un petit peu quand même rentrer dans soulever le capot du moteur et puis comprendre un peu comment ça fonctionne. Et là, c'est clair qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt du tout. Donc, je renvoie cette transformation et cette nécessité d'évolution à l'humain, et qui pourra accueillir et dialoguer avec l'intelligence artificielle grâce à ça. Donc, du remplacement, c'est évident. La question qui va se poser, c'est ce que disait Yannick aussi, c'est pas du vide, c'est autre chose. Et en effet, eh ben, il va falloir réfléchir à qu'est-ce que je fais de mon temps. Ben, peut-être que, et là, ça nous renvoie aussi à quelle société je veux.
Est-ce que je veux continuer à bosser 70 heures par semaine, comme je suis sûre qu'il y en a plein derrière les écrans qui sont comme ça? Est-ce que je veux du temps pour moi? Est-ce que c'est encore plus de performance financière? Enfin, voilà, est-ce que c'est toujours plus du même ou autre chose? Et là, je crois qu'il faut vraiment se poser, enfin, la notion de questionnement, elle est essentielle. Ça pose aussi la question du rapport au travail. Yannick, si tu veux peut-être interagir Oui, par rapport à ça. juste un mot, je ne peux pas être plus d'accord, mais elle l'a dit très fort, Isabelle, il faut vraiment le souligner, transformation. Transformation. C'est pas on achète un truc dans le magasin et on l'applique chez soi. On ne sait pas. Il y a de nouveaux moyens, il y a de nouveaux outils, il y a de nouvelles perspectives, mais il faut construire management. Hop, je crois qu'il y a une légère coupure, pardon. Il faut construire le management qui utilise ces outils-là. Il faut construire qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de l'IA dans un processus décisionnel. Bah, on n'en savait rien, il n'y en avait pas avant. Et on ne sait pas tout ce qu'on peut faire puisqu'on est au tout début. Est-ce que c'est une décision? À quel moment du processus décisionnel vous allez utiliser tel ou tel algorithme d'IA? Qu'est-ce que vous faites du résultat? Comment vous l'intégrez au reste? Est-ce que du coup, il faut plus de gens pour que la décision soit plus collégiale? Est-ce que c'est autre chose? Ça s'invente, il faut inventer. En fait, il y a quelque chose qui m'a un petit peu agacé l'année passée, mais c'est pas grave parce que ça n'agaçait que moi, donc je vis bien l'agacement. C'est qu'en fait, au moment du confinement soudain, du fait de la crise sanitaire, évidemment, bah, tout le monde s'est mis à utiliser un peu plus d'outils numériques, ne serait-ce que pour faire comme ce soir. Et les gens se sont dit, ah bah voyez, il y aura au moins un bon côté, ça a permis de faire la transformation digitale. On n'a rien fait du tout, on va se calmer. Ça a permis en fait de pousser ceux qui étaient un peu hésitants pour utiliser des outils qu'ils ne connaissaient pas bien. Mais utiliser un outil dans l'urgence, bah nous par exemple, je pense que c'était pareil pour toi et pour vous Isabelle, il a fallu faire soudainement les cours en ligne, mais du vendredi au lundi. Donc bah, vendredi j'étais en amphi et puis lundi j'étais en ligne. Bon, ok. Donc on trouve une solution comme on peut, mais ça c'est pas la transformation. Ça, c'est trouver des solutions d'urgence et c'est très bien, et ça permet d'avoir une meilleure acculturation sur les outils. Très bien. La transformation, c'est se demander qu'est-ce qui marche pas. Qu'est-ce qui fait que le cours est meilleur, moins bon, les gens sont plus heureux, plus malheureux, étudiants et profs, hein, les deux côtés. Et comment garder le meilleur de tout ça, comment le réorganiser pour tirer parti de ces outils. C'est ça la transformation. Mais derrière, il y a une partie d'analyse, d'invention, d'accompagnement et d'aller plus loin. C'est la question effectivement de l'impact de l'IA et de la transformation pour l'entreprise. Et quelle transformation pour l'entreprise? Khadija, tu as une dernière question avant qu'on prenne les questions peut-être de nos auditeurs, puisque apparemment il y en a pas mal. Oui. Alors, j'avais 2 autres questions pour être honnête, mais je vais essayer de faire, on va essayer de faire rapide. La première question, c'était quelles sont les nouvelles tâches que le manager pourra réaliser grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans sa fonction? Qu'est-ce qu'il pourra faire qu'il ne fait pas aujourd'hui, selon vous? Yannick, Isabelle. Alors, moi, j'ai envie de dire que pour moi, le manager, il y a 3 piliers. Il y a la prise de décision, il y a la capacité à motiver ses équipes, et puis il y a la capacité à dessiner une stratégie, à avoir une vision, etc. Voilà. Alors, comme le disait Yannick aussi, on se renvoie un peu la balle. L'intelligence artificielle arrivera à améliorer les prédictions, les prévisions, à peut-être, alors actuellement on vit à 3 semaines, hein, mais je pense qu'il y a quand même un accompagnement sur justement des scénarios prospectifs plus fins, ça c'est une première chose évidente. Par contre, le côté motiver les équipes, les embarquer, qui est le vrai trou noir actuellement, hein, le vrai trou noir, je pense que c'est là où j'espère il y aura de la place pour véritablement manager. Combien de managers ont du temps pour le management? Mais rien, c'est la partie congrue. On est sur en général 12% de mon temps à passer du temps, à discuter avec les gens, à réfléchir à leurs projets, à les faire grandir. C'est ça le management, la partie humaine du management.
Donc moi, ce que j'espère, c'est que c'est ça qui se dégagera comme temps, et non pas pour refaire des tâches encore plus, ou pour diminuer encore le nombre de personnes qui seront à l'œuvre, ce qui est quand même un effet d'aubaine qu'on voit dans certaines organisations. Donc je dirais, plus il y aura d'artificiel, plus il y aura d'humain, et les tâches seront des tâches plus humaines. Et une amélioration de la prise de décision aussi. Yannick? Oui, en complément, moi j'aborderais plutôt le côté evil, le côté démoniaque, négatif. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça va faire, c'est génial, l'IA c'est top, youhouhou. Oui, mais attention, il y a aussi des choses qui marchent, qui sont dangereuses, même si on est juste sur la décision. Et je reste soft, il y a des gens qui de plus en plus se reposent sur l'analyse de données. Alors qu'on a les données, c'est bien les analyser. Mais il ne faut pas que nos managers et nos décisionnaires oublient comment on prend une décision quand on n'a pas toutes les données. Oublient comment prendre des décisions sous incertitude, parce qu'il y en aura toujours. Et ces écueils-là, on les voit au niveau organisationnel, mais au niveau individuel aussi. Au niveau individuel, il y a tout un lien avec ce qu'on appelle l'accélération de la société. Ces outils-là peuvent aider à dégager du temps, et Isabelle l'évoquait. Bah, attention, si on dégage du temps pour bourrer encore plus le temps qu'avant, ça mène au burn-out. Inversement, des outils comme ceux-là, mal gérés, qui enlèvent de plus en plus de tâches, qui vident de leur substance les jobs et les postes, ça mène à ce qu'on appelle, alors toujours en franglais, désolé, au burn-out. Les gens qui, en fait, se sentent presque placardisés, et c'est tout aussi déprimant, hein, l'un comme l'autre. Et ça, c'est des effets secondaires, j'ai envie de dire, de ces transformations-là qu'il faut absolument prendre en compte, qu'il faut absolument anticiper et éviter, évidemment. Merci Yannick. Khadija, tu avais une autre question, je crois, à poser à nous. Justement, ça rejoint un peu ce que disait Yannick. Du coup, quelles sont les compétences que devra avoir le manager de demain pour pouvoir jouer son rôle de manager? Quelles sont les compétences qu'il doit développer en fait? Oui, c'est la question des fameuses compétences des managers qu'ils doivent absolument développer demain. Voilà. Alors, pas seulement en termes techno, je pense. Hein. Voilà, la question est ouverte. Hein. Alors, Isabelle, peut-être je vais prendre la parole parce que je travaille depuis des années maintenant sur les soft skills. Avant peut-être qu'elles soient aussi. Alors, mais je dois dire une chose, c'est que donc on a vu monter en puissance ce besoin de soft skills, et je suis vraiment convaincue que le vrai management passe par ça. Donc vous avez cité l'agilité, le leadership, enfin c'est pas vraiment une soft skill, mais l'empathie, l'écoute, l'audace, etc. Il existe des nomenclatures très précises là-dessus. Mais j'ai trouvé très intéressant ce qui se passait en prospective, et des études prospectives sur les compétences des managers en 2025, donc c'est dans pas longtemps, hein, les horizons sont de plus en plus courts, on voit réémerger des hard skills. Et ces hard skills, justement, c'est la compétence de dialoguer avec l'intelligence artificielle, hein, pour faire vite. Donc, voilà, l'humain, oui, le soft, oui, mais il y a quand même une zone de dialogue qu'il va falloir avoir pendant quelques années en tout cas, et on voit revenir cette notion de hard skill. Donc, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, garder en tête, d'autant plus qu'on a un vrai problème de compétences, de rareté de compétences sur ces métiers. Alors, sur les métiers très techniques, on a des gens qui sont là, pas assez nombreux, mais qui restent quand même, je veux dire, sur l'aspect très technique. Et là, pour avoir interviewé récemment des personnes là-dessus, qui savent même pas pourquoi ils vont coder, monter des algorithmes, le sens n'est pas là. Et on a des personnes qui sont un peu en hélicoptère et qui voient tout ce qui pourrait se passer, mais qui n'ont pas de connaissance suffisamment fine de la technique pour vraiment la maîtriser. Et ces zones de dialogue, Yannick en fait peut-être partie, puisqu'il a cette double compétence, manquent dans les organisations. Moi, je dirigeais il n'y a pas très longtemps encore une business school. Vouloir avoir des cours pour des étudiants en management, mais suffisamment quand même pointus, hein, pas la conférence de 18 à 20 heures, avec là-dessus, eh ben on ne trouve pas les personnes. Il n'y a pas de cours très facile à mettre en place. Absolument. On revient à l'expertise de la frontière. Oui, des deux côtés, exactement. On connaît, si on caricature et qu'on met un peu les techos d'un côté, techos ça fait hein, je suis un techos, et les managers de l'autre, que les managers connaissent assez de la technologie
Pas pour managers faire, sont mais très pour savoir ce qu'on majoritaires peut faire après. avec. Ah, Et vice-versa. En fait, je dis souvent, on a les data analystes qui peuvent répondre à n'importe quelle question, mais ils ne savent pas quelle question poser, parce qu'ils ne sont pas experts de marketing, de RH, de machin, de bidule. Et on a les gens du côté management qui, eux, savent quelles informations ils aimeraient avoir, mais ils ne se doutent même pas que maintenant c'est possible. Donc, ils ne poseront pas la question. Et puis, ça pose plein de questions organisationnelles, d'ailleurs, aussi. Hein. Est-ce qu'on fait des équipes hybrides, etc., etc., etc. Donc, nous, ce qu'on fait à SCP depuis quelques années maintenant, c'est qu'on rame et on se pose beaucoup de questions. Mais par exemple, on a mis un cours de coding obligatoire pour les premières années, pour commencer à avoir ces choses-là. Ça ne suffit pas. Hein, et la chose qui monte aussi, c'est une meilleure connaissance de ce qu'est la décision rationnelle. Pas se faire aveugler par des chiffres, comprendre comment ça marche. C'est quoi une modélisation? Alors, ce n'est pas la peine d'être ceinture noire de mathématiques, hein, c'est pas ça, mais pouvoir questionner ça. Et je pense que plus on a de technique, plus on a besoin d'esprit critique. Je crois que dans les chiffres, ressortait beaucoup des questions d'éthique. Il faut être capable de critiquer tout. C'est bien la critique. C'est la question de l'explicabilité, de l'interprétabilité aussi des algorithmes, des biais dans les données, et ainsi de suite, qu'on retrouve souvent, hein, qui sont centrales dans le domaine de l'IA. Arriver à appréhender ça pour un manager, c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Le questionnement doit être relativement présent. Et ce qui peut peut-être bousculer les managers, c'est qu'ils en ont la préscience, mais il faut comprendre aussi que ça remet en cause aussi beaucoup d'organisations. Enfin, c'est une vision systémique de l'entreprise qui est différente. Par exemple, il faut casser les silos. Trop d'entreprises ont des systèmes d'information qui font que les données, puisqu'on parle des données, hein, en général, c'est ça le vrai pétrole, le vrai. Aussi au service com et à la prod, et les interfaces n'existent pas, on ne travaille pas ensemble. Donc il y a aussi toute cette remise en cause. Alors on parlait du manager en tant que personne par rapport à ses compétences, mais aussi dans la façon dont le management circule dans l'entreprise ou dans l'organisation. Et c'est un changement qui bouscule aussi beaucoup d'autres pratiques établies. Donc c'est une difficulté supplémentaire. Alors, j'aurais une dernière question avant qu'on passe aux questions de nos auditeurs sur comment valorise-t-on aujourd'hui les bénéfices pour le manager ainsi que pour le collectif de la mise en place, par exemple, d'une IA. Comment est-ce qu'on appréhende ce volet-là? Est-ce qu'on a des outils? Est-ce qu'on a des techniques? Alors, je ne sais pas qui veut répondre sur ce sujet-là. Peut-être Yannick? Je commence par la réponse naïve, puis après la réponse plus étayée par Isabelle. Moi, j'ai envie de dire, il faut arrêter de croire que tout change tout le temps. Là, la question que vous posez revient à dire comment on peut avoir de la gratitude pour quelqu'un qui a bien fait son taf. Bah, j'espère qu'on sait déjà avoir de la gratitude pour ses équipes et qu'on sait motiver ses équipes, non? Et si on ne le sait pas, eh ben, il est temps de travailler dessus. Et je ne suis pas sûr que ce soit seulement lié à l'intelligence artificielle ou à ces nouveaux outils-là. Comment les embarquer? C'est sûr qu'il faut les former. On ne peut pas juste prendre quelqu'un, le jeter dans la piscine et dire, eh ben, écoute, si tu ne survis pas, c'est que tu ne savais pas nager. Enfin, on peut techniquement, je ne suis pas sûr que ce soit hyper éthique. Mais donc, il faut évidemment accompagner, il faut aider, il faut former. Mais après, si le projet est bien mené, normalement, ça améliore les choses pour tout le monde. Et normalement, il y a des mécanismes de gratitude qui ne sont pas que de l'argent. Ça peut être ça aussi, hein, mais il y a plein d'autres choses. Gratitude. Voilà, je suis pour la gratitude. Alors, j'ai peut-être entendu la question un peu différemment. Alors, je dirais que la gratitude, c'est peut-être pas ce qui est ce qui circule le mieux dans les entreprises. D'ailleurs, Churchill disait, si vous voulez de la gratitude, élevez des chiens. Je crois qu'en effet, bon, pour avoir beaucoup managé, quelquefois on est un petit peu frustré, mais ça peut aller dans l'autre sens. Et ça, mais moi, j'ai plus entendu la question du ROI, si on se met véritablement à l'intelligence artificielle et à l'utilisation des données. Alors là, il y a plein de cas d'usage qui le montrent. Hein. Par exemple, des rebonds dans les ventes, parce qu'on sait mieux ce que fait Amazon, par exemple. Vous achetez un livre et on va vous en conseiller un autre, etc. Et ça, c'est des retours sur investissement très rapides, hein, qui ont été mis en place dans des banques, par exemple. Il y a des exemples avec en quelques semaines, des plus 50% de chiffre d'affaires sur des produits qu'on n'aurait peut-être pas associés
sans la connaissance du cheminement client au premier produit acheté. On a aussi des prédictions sur des points de vente. On va implanter un point de vente, je sais pas, dans l'habillement, la capacité à, ce que je disais, à avoir une vision très systémique des données qui vont porter sur la météo, sur la façon dont le client va cheminer dans un quartier, enfin, donc des données géographiques, météorologiques, d'expérience client, etc. Voilà, ça, c'est des retours sur investissement très rapides. Et il y a plein de cas d'usage qu'on peut retrouver qui montrent qu'en effet, on peut vraiment améliorer des choses et avoir un vrai retour sur investissement. J'avais plus entendu la question comme ça. Mais alors attention, alors là je vais jouer contre ma paroisse d'origine. Gardez toujours en tête que la technologie ne crée pas de valeur. La technologie ne crée jamais de valeur. Un marteau ne crée pas de valeur. Si vous avez besoin de planter un clou, c'était cool d'avoir un marteau. Mais la technologie en elle-même ne crée pas de valeur, c'est l'usage qu'on va en faire. Et d'où les cas d'usage dont parle Isabelle. N'achetez jamais un logiciel parce que c'est un super logiciel qui coûte cher. Ça créera de la valeur pour celui qui vous l'a vendu. Assurez-vous que ça a du sens dans la façon, dans votre business, dans votre organisation, que vous pouvez transformer votre organisation pour l'intégrer. Et c'est ça qu'il faut construire ensemble. Et avec le fournisseur, avec le consultant, avec le manager, avec tout le monde en fait. Alors, je crois que l'exemple des CRM, des mises en place de CRM il y a 20 ans, ont bien montré ce que vous dites, Yannick, et ça l'illustre. En effet, alors moi, j'ai quand même une toute petite chose. À force de voir les organisations s'approprier des outils, j'irais surtout des outils aussi puissants, ça reste des outils. Et là, je suis complètement d'accord. Mais malgré tout, l'outil peut être structurant. Et c'est pour ça que je parle aussi d'organisation, de vision du management, parce que quelque part, par exemple, on parlait de l'enseignement. Enseigner à distance, c'est structurant. C'est plus la même façon d'enseigner, c'est plus le même rapport aux élèves, c'est même plus le même rapport au savoir et à la pédagogie. Donc voilà, il y a quand même les deux facettes. On est dans l'interaction, on est dans voilà. C'est pas très nouveau ce que je dis, mais c'est des fois bien de rappeler les basiques. Alors la question effectivement à laquelle on pourra répondre, c'est aussi celle de savoir si l'IA est une technologie comme les autres en termes de transformation d'entreprise. Est-ce que, je dirais, on est dans un schéma classique ou pas? Enfin, on y répondra un petit peu plus tard, je pense. On va commencer à prendre certaines des questions peut-être de l'assistance, Khadija. Jean-Luc, avant de passer aux questions de l'assistance, juste par rapport à ce que disait Isabelle tout à l'heure, la difficulté, je trouve, par rapport à un ROI sur l'intelligence artificielle appliquée à la fonction managériale, c'est qu'on n'est pas justement sur le type d'outils comme sur les ventes ou comme sur plein d'autres cas d'application de l'IA, où on peut mesurer, tiens, on a plus de ventes, ou tiens, on a plus de ceci ou cela. On est sur une fonction bien particulière, avec des clients internes, avec du management d'équipe, enfin voilà. Et du coup, enfin voilà, cette question du ROI sur cette fonction en particulier est différente, je trouve. Et du coup, ça pose pour nous la question de savoir si dans la façon d'évaluer la valeur dans le cadre de l'usage de ces solutions-là, il ne faut pas aussi s'attacher à trouver de la valeur dans des sujets tels que, on parlait du changement radical des modes de travail, dans la qualité de vie au travail, dans la relation et l'engagement des collaborateurs avec leurs managers, dans des logiques aussi de coopération finalement pour recréer des instants de créativité et des relations entre le manager et ses collaborateurs qui, comme le disait très bien Isabelle, ont fondu comme neige au soleil par rapport à la part de tâches, on va dire, plus administratives et récurrentes ou orientées sur l'analyse et la prise de décision qui ont été confiées ces dernières années aux managers. Donc pour nous, ce serait important aussi d'essayer d'évaluer quels sont les indicateurs plutôt RH qui permettraient de mesurer en quoi les usages ou ces nouveaux usages de l'intelligence artificielle apportent réellement de la valeur aux managers. Mais attention, il ne faut pas non plus distinguer trop certains usages plus techniques directs et de l'autre côté la collaboration, la relation humaine, etc. Vous avez aussi des outils d'IA, ou pas d'IA d'ailleurs, qui peuvent vous aider dans la cohésion, le travail ensemble, la collaboration. Il y a une petite boîte, FNC par exemple, se spécialise là-dessus. Ils ont l'air d'avoir pas mal de succès là-dessus.
tout se mélange. Enfin, il y en a un petit peu partout. Après, il faut juste à chaque fois bien travailler finement sur, dans ce cas-là, dans cette situation-là, avec ce type d'organisation, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça n'apporte pas. En fait, il faut lutter un petit peu contre le mimétisme trop facile. Mon concurrent a utilisé ça, ça a bien marché pour lui, je vais faire pareil. Et pas forcément. On n'est pas la même entreprise, on n'a pas forcément exactement la même stratégie, on n'a pas les mêmes gens. Il faut que ça s'adapte. Et inversement, il ne faut pas non plus demander à l'IA plus ou des choses impossibles qu'on ne demanderait pas d'habitude. Vous savez, c'est l'histoire de la voiture autonome. On dit, imagine, la voiture autonome, elle conduit, et puis il y a un gamin qui traverse et il y a un gamin sur le siège passager. Elle risque d'en tuer un. Bah, elle va forcément en tuer, hein, tant que tu me décris la chose avec 2 grands murs de chaque côté. Mais si c'est moi qui conduis, je ne ferai pas franchement mieux non plus. Je suis désolé, je ne suis pas Superman. Donc là, on dit c'est difficile à évaluer, mais est-ce qu'actuellement, on arrive très facilement à évaluer la qualité du management des uns et des autres sur les critères dont vous parliez? Ce n'est pas d'une évidence folle non plus. Donc, mais en effet, il faut beaucoup travailler finement sur ces choses-là. Moi, je répondrais que c'est comme toute gestion de projet. Alors, il faut du KPI pour reprendre. Mais un KPI, il n'est pas forcément que quantitatif ou financier. Il peut être aussi qualitatif. Et j'ai vu des projets dans des universités américaines extrêmement intéressants, mais je l'ai vu dans des entreprises aussi sur la RH, où on pouvait, grâce à l'intelligence artificielle et la multiplication des données, alors ça pose le problème de l'éthique et de l'intimité, parce que c'est là aussi où on trouve beaucoup des données, des choses incroyables, c'est-à-dire un étudiant, je ne sais pas, qui n'allait pas à la cantine, alors je vous fréquenter les cafétérias, ça pouvait être vu comme un facteur d'alerte sur son assiduité, ou sur sa santé morale, et que peut-être il était en train de décrocher, qu'une note dans un module pouvait être prédictive, il faudrait dire, d'une difficulté dans un autre module 2 semestres après. Vous voyez, on peut avoir, j'ai vu des choses dans la gestion des carrières très intéressantes sur la formation. Ce n'est pas que du dur, hein, l'IA, ça peut porter sur de l'accompagnement humain, la gestion des risques, très important, la qualité. Voilà, tout dépend de ce qu'on veut en faire, hein, c'est clair. Mais les KPI, au sens d'indicateur, ça fait partie d'une gestion de projet. Quel est mon objectif en mettant en place de nouveaux algorithmes, comment je vais et quelles sont les zones d'amélioration ou les zones où je ne veux pas aller aussi. Et ça, le pilotage, il reste humain. Alors après, la singularité, c'est que c'est auto-apprenant. Hein, on va avoir une technologie qui est apprenante, mais bon, on l'accompagne. Mais et ces outils, juste, du coup, il nous reste ça permet pas beaucoup de temps. Je pense qu'on va passer aux questions-réponses, si ça vous convient. Par contre, je ne vois pas les questions. Moi, je ne sais pas qui... Jean-Luc, tu vois les questions? Oui. Ah, Khadija, qu'est-ce que tu... Avec une IA associée un processus humain. Alors, comment peut-on appréhender le droit social par un processus humain? On est passé sur les questions en fait de l'assistance. Hein. Voilà. Tout à fait. Allez, c'est parti. Alors, qui veut se lancer sur ce sujet-là? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du droit déjà. Alors, moi, j'en avais une autre qui est assez intéressante aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que moi, j'ai interrogé des juristes sur toute cette mise en place. Regardez simplement le télétravail. Alors, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais c'est quand même beaucoup d'outils, beaucoup de digital. En effet, interroge le droit et avec des nouvelles questions que les juristes se posent, les juristes en entreprise, tous les DRH qui sont amenés à y travailler. Donc, il y a des nouvelles interrogations, très clairement. Et là, on est un peu dans certains tâtonnements ou zones, de ce qu'on m'a répondu, de zones encore assez grises, où il n'y a pas les réponses, parce que ça bouscule, en effet, la relation travail et la relation contrat de travail. Regardez la question tout bête, alors c'est pas vraiment de l'IA, mais est-ce qu'on a droit au ticket restaurant quand on travaille chez soi toute la semaine? Voilà, c'est des questions basiques, mais le droit doit y répondre à un moment. Et en effet, plus ça avance, plus il y a des questions. Et au-delà du droit, il y a la pratique sociale.
à fait. Ça fait le lien avec ce qu'on disait juste avant. Ces techniques, c'est tous les exemples que vous avez donnés, Isabelle, permettent d'avoir plus d'individualisation du traitement. Grâce à l'IA. L'individualisation, on repère l'étudiant en difficulté, on repère le salarié qui est ceci ou qui est cela. Mais après, il faut aussi que les organisations acceptent ça. On a beaucoup de très grosses entreprises et de très gros services RH pour plein de contraintes. Ça n'est pas lié à la compétence des gens, c'est pas ça du tout. Mais qui sont habitués à avoir une sorte de déploiement d'un truc pour tout le monde. Et là, en fait, il faut que l'entreprise accepte qu'on puisse avoir un traitement individualisé. Alors, une autre question importante à poser, posée par les auditeurs, c'est avant d'utiliser l'IA en tant qu'assistant, a-t-on réfléchi au management avec des équipes et l'intelligence artificielle, enfin, à l'hybridation des deux? Alors, on parle beaucoup de cobots, hein, c'est avoir un collègue qui est, alors la notion de robot et d'androïde, on oublie, mais en effet, hein, moi je disais, c'est être capable de dialoguer quand on va manager dans les années qui viennent, dialoguer avec des humains, dialoguer avec des machines et entretenir, enfin piloter en tant que manager des dialogues entre humains et machines. Et c'est vrai qu'on apprend tout doucement à le faire. Donc ça va être en effet un apprentissage petit à petit. Mais une fois de plus, ça ne tombe pas du ciel de façon, et les basiques restent là. Hein. Donc voilà, c'est ce que je peux répondre. On en a conscience, ça n'avance pas aussi vite peut-être qu'on le voudrait, mais il n'y a pas de thé magique non plus du management de la machine ou de l'intelligence artificielle. Hein. Et attention, ça marche dans les deux sens. On parle souvent de remplacer l'assistant ou l'assistante par la machine. Là, on est en train de finaliser une étude qui est très prospective, je vous l'accorde. Mais en gros, on a demandé à des gens comment ils vivraient d'être managés par une machine. Donc l'inverse, en fait. Et ben, étonnamment, c'est pas du tout une levée de bouclier. Et dans certains cas, notamment, certains gens disent, et c'est sorti comme ça dans les interviews, bon, bah, au moins, je serai enfin évalué sur ce que je fais et pas sur mes relations de copinage. Alors, c'est un peu excessif parfois, mais il y a ces questions-là aussi sur la frontière entre le besoin d'humanité et le besoin de rationalité dans l'évaluation et ce genre de choses. C'est assez intéressant. Alors, une autre question intéressante qui peut-être, je pense que Laurence est peut-être la mieux placée pour pouvoir y répondre, concerne Moodie. Est-ce que les personnes managées avaient connaissance de l'usage de Moodie? Et est-ce que Moodie est encore ouvert? Laurence, si tu veux apporter une réponse sur ce point. Oui. Est-ce que ça permet de bien gérer le système? Quel outil? J'ai pas entendu. Jean-Luc? Alors, Laurence, la question en question concerne Moodie. Est-ce que les personnes managées avaient connaissance de l'usage de Moodie? Est-ce que Moodie est encore ouvert? Moodie est encore ouvert, oui. Tout à fait. Il fonctionne toujours et nous l'utilisons toujours. Et est-ce que les personnes qui avaient connaissance de Moodie, oui, bien entendu, tous les salariés avaient bien entendu connaissance de Moodie, savaient exactement quel en était l'usage, puisque derrière les feedbacks qui étaient faits auprès des salariés étaient totalement immédiats. Et donc c'est toujours un outil qui nous permet de suivre, avec ce troisième confinement aéré, les impacts sur l'humeur des consultants. Alors, un autre point qui se rapproche un peu de celui-là, hein, c'est des notions de morale. Est-ce que des notions de morale peuvent-elles être intégrées à l'IA? Alors, je ne sais pas qui veut répondre sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on fait de plus en plus d'ethics by design, c'est-à-dire que dès la conception des IA, on intègre, je dirais, notamment en Europe, hein, un certain nombre de règles, je dirais, morales et éthiques au sens large. Alors, moi, je peux essayer de répondre parce que c'est une vraie question. L'IA n'a pas de morale. L'IA en stratégie ne connaît pas l'océan bleu et l'océan rouge. L'IA ne sait pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a eu des exemples très intéressants, vous savez, avec les influenceurs virtuels.
Donc, de plus en plus, on a des influenceurs virtuels qui sont une apparence, souvent des jeunes femmes, hein, et qui vont beaucoup dans la cosmétique. Il y a quelques Ken, hein, mais c'est beaucoup des jeunes femmes, alors beaucoup dans l'écologie et dans la cosmétique. Et vous avez tous entendu parler de cette histoire, donc de cette influenceuse coréenne, alors j'ai mangé le nom, qui a été nourrie d'intelligence artificielle et qui apprenait au fur et à mesure des interactions qu'elle avait avec tous les followers qu'elle avait, qui étaient des... Donc, elle avait été et elle se nourrissait en fait de toutes les analyses des conversations avec les followers. Rappelez-vous cette énormité, c'est qu'elle est devenue raciste, sexiste, même insultante, parce que plein de followers s'étaient amusés à lui apprendre le racisme, enfin amusé, le mot est pas très joli, mais le racisme, le sexisme, des gros mots. Et au bout de quelques journées, il a fallu complètement l'arrêter. Voilà, parce qu'elle ne pouvait pas savoir ce que pouvait dire une phrase raciste. Donc, clairement, on est sur des zones qu'il faut encore explorer et qui ne sont pas complètement simples à résoudre. Soyons clairs, l'ordinateur n'a pas accès au sens. Non. L'ordinateur a accès à la syntaxe, a accès à des données, à des relations entre les données, mais elles ne font pas sens. Voiture, c'est V-O-I-T-U-R-E. C'est pas un véhicule, c'est pas des roues, c'est pas un volant, c'est pas quoi que ce soit. Maintenant, en effet, le problème, c'est que le résultat des analyses peuvent être non éthiques. Non pas parce que l'ordinateur n'était pas éthique, mais parce que l'algorithme était mal fichu, parce qu'il y avait des biais dans les données, parce qu'on n'a pas pensé à ceci ou à cela, parce qu'on n'a pas, et parfois en toute bonne foi, j'insiste, c'est pas forcément des gens méchants. Parfois, on utilise des données qui sont biaisées, mais on n'a pas fait attention au fait qu'elles étaient biaisées. Il y avait un cas célèbre chez Amazon. Amazon a voulu avoir un algorithme de pré-screening de RH, en partie pour éviter le fait qu'il y ait des discriminations misogynes. Très bien. Résultat, ils ont fait le recruteur le plus misogyne de l'univers connu. Si une femme candidatait à un poste en technologie de l'information, d'office, elle était éliminée des listes, elle n'était pas retenue. Le problème, c'est qu'en fait, l'algorithme a utilisé des données passées, et au début des années 2000 aux États-Unis, la société américaine étant ce qu'elle est, voilà, c'est comme ça, il n'y avait quasiment pas de jeunes femmes dans les formations en informatique. Donc, il n'y avait quasiment pas de jeunes femmes diplômées de ces formations-là, et quand il y avait un poste qui était là-dessus, il y avait vachement moins de candidates que de candidats. Donc, statistiquement, on embauchait plus de candidats. Maintenant, on file ça à l'ordinateur, on lui dit trouve-moi une corrélation. Oui, c'est assez évident, quoi. On a toujours embauché plus de gars que de filles, il y avait une raison, non? Sauf que la raison, c'est qu'il n'y avait pas de filles sur le marché. C'est pas qu'on voulait pas les filles, mais l'ordinateur, lui, il peut pas le savoir. Et donc, du coup, il a créé, comme il y avait un biais dans les données, mais dans toute bonne foi, il a eu un biais de comportement. Et évidemment, ce logiciel-là a été désactivé assez rapidement aussi chez Amazon. Alors, ce que je peux ajouter quand même, c'est qu'un des meilleurs retours sur investissement qu'il y a apparemment, hein, quand on regarde, c'est la lutte contre les fraudes. Donc, il y a un vrai travail que peut faire l'IA sur la lutte contre les fraudes, les contournements d'activités frauduleuses voilà. Donc, ça, c'est quand même, c'est pas moral, hein, il y a pas de morale dans l'IA, mais ça peut accompagner des meilleures pratiques ou lutter contre des mauvaises pratiques. Ce qui est immoral et ce qui est non éthique, c'est de se dire, je prends un algorithme hyper compliqué que je ne comprends pas, je le laisse faire ce qu'il veut, et le résultat, je l'appliquerai tel quel. Mais ça, encore une fois, c'est le comportement du manager. C'est le comportement de l'humain qui utilise ces choses-là. Alors, une question que vous allez, à mon avis, apprécier, qui concerne en fait les domaines du management dans lesquels l'IA serait la plus adaptée. Si vous avez des domaines particuliers comme ça qui vous viennent en tête. Je ne sais pas, Yannick, Isabelle. Alors, moi, très clairement, dans le domaine du développement commercial, rentrer dans l'intimité du client, dans l'expérience client, l'accompagner pour mieux cibler ses attentes, ses besoins. On est déjà beaucoup là-dedans, où on va vous conseiller des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé en matière de lecture, de vêtements, etc. Parce que
on vous connaît de mieux en mieux, ça c'est clair. Dans le domaine, on a dit, du diagnostic, tout ce qui est accompagnement médical, on revient toujours aux mêmes exemples, mais c'est vrai qu'il y a véritablement une capacité d'analyse qui accompagne les médecins et qui est aussi de l'excellence opérationnelle très forte. Je le disais tout à l'heure, dans tout ce qui est prédiction d'implantation, de points de vente, etc., où on mène des données de toute nature et qui vont permettre là aussi au mieux de savoir un petit peu où on va. La maîtrise des fraudes, parce que là c'est des coûts cachés qui sont, qui peuvent être énormes, qu'on va pouvoir, voilà, enfin il y a beaucoup de façons d'utiliser l'IA. Je dirais, après chaque entreprise doit inventer sa façon d'utiliser, voir où justement elle peut être assistée, elle peut être remplacée sur certaines tâches. Et elle peut être plus créative, innover, explorer. On est toujours sur cette ambidextrie organisationnelle, l'exploitation qui peut être plus efficiente et l'exploration qui va être de l'agilité et une prospective plus intelligente et plus source de créativité. Donc on revient à ce concept qui date de 1976, ambidextrie, avec aussi ce que ça implique d'humain, dans le sens où quand on vit l'ambidextrie organisationnelle ou contextuelle, il faut aussi que les hommes et les femmes soient éduqués pour se saisir de ces questions-là. Donc voilà, enfin quelques exemples que je peux donner et qui vont être largement complétés. En fait, ce sont des technologies très génériques. Yannick et Isabelle, on arrive à la fin. Ce qu'on vous propose, c'est d'avoir quand même un petit mot de conclusion peut-être chacun, pour qu'on puisse terminer dans les délais. Avec plaisir. Alors, peut-être Yannick et puis Isabelle. Oui, mais comme ça fera le lien en fait. Ce sont des technologies extrêmement génériques qui peuvent s'appliquer à plein de choses. Il faut toujours avoir en tête le mécanisme de valeur ajoutée au-delà de l'application. Individualisation, analyse, anticipation. Et ça peut après s'appliquer à des tonnes de domaines différents, très industriels, très services, très décisionnels. On n'a pas parlé de l'enseignement, mais l'enseignement a beaucoup de bénéfices à tirer de ces technologies-là. Mais ça demande aussi des moyens, du temps, etc. Et du coup, tout ça nous mène sur mon mot de la fin, encore une fois, expertise de la frontière, et il faut travailler ensemble et il faut construire. On est sur une transformation, pas juste l'achat d'un truc sur étagère qu'on met sur son bureau. Merci Yannick. Isabelle? Là, moi, je dirais que ça nous fait entrer dans ce qu'on appelle le management phygital. Nous sommes des consommateurs phygitaux. Alors, phygital, c'est l'alliance du physique et du digital. Nous sommes des consommateurs phygitaux. On achète en magasin, on teste en ligne ou le contraire. Nous allons devenir tous de plus en plus des managers et des salariés phygitaux avec ce qu'on appelle l'ATAWADAC, Anytime, Anyway, Any Device, Any Content. C'est-à-dire de plus en plus cette capacité à travailler avec des outils très différents, digitaux souvent, où on veut, au moment où on veut et avec des contenus très différents. Et je pense qu'on est rentré dans le 3e millénaire grâce au confinement. C'est la seule bonne nouvelle que je vois, véritablement dans les nouvelles pratiques des organisations et toutes ces interpellations, alors qui bousculent les managers. Je pense beaucoup très fort aux managers opérationnels et aux managers intermédiaires qui souffrent énormément. Actuellement, je fais des webinaires très souvent, encore il n'y a pas longtemps, ou des formations. Et il ne faut pas les laisser tomber, mais c'est vrai qu'on rentre dans le 3e millénaire pour un management phygital. Isabelle ? Merci à vous, merci Isabelle, Yannick et Jean-Luc. Merci Khadija pour nous avoir présenté les résultats de notre étude dont vous retrouverez le lien après ce webinaire. Et merci à tous les managers qui vivent ça dans leur quotidien. En espérant qu'on a apporté un éclairage justement sur ce double enjeu de l'accompagnement sur les soft skills et sur la technologie augmentée. Merci à vous. Merci.